Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et merci encore à la FNE PACA pour organiser cette journée qui est plus que d'actualité. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a le chef de l'État qui va annoncer son plan national sur l'eau, donc on sera tous attentifs à 14 h pour savoir de quoi il s'agit. Donc moi je vais vous parler, bon là j'ai envie de dire, j'ai même pas besoin de parler, tout a été dit avant, on pourrait presque tous rentrer chez soi, et voilà, on sait à peu près, mais il y a quand même besoin de prendre de la hauteur sur quels sont les enjeux de l'eau, comment s'adapter aux crises évidemment, et les prévenir, surtout être dans l'anticipation plutôt que dans le curatif. Et dans mon parcours, donc j'ai été formée à l'Université de Montpellier et à l'École des mines d'Alès. J'ai travaillé pendant 5 ans au SAGE de l'Arve, en Haute-Savoie. Donc c'est tout ce qu'on va vous présenter, tout ce qu'on vient de vous présenter là. Moi, je l'ai expérimenté donc en tête de bassin versant du Rhône, et où on ressent déjà les effets du changement climatique. J'ai conseillé pendant 5 ans des élus sur le partage de la ressource en eau, la conduite des études volume prélevable, etc. Et après, j'en suis sortie en me disant le problème est dans les sols, le problème est dans la zone critique hydrologique. Je me suis rapprochée de quelques experts, là j'en reconnais quelques-uns dans la salle, il y en a un qui va arriver tout à l'heure, Simon Ricard, sur qu'est-ce que l'hydrologie régénérative, et donc on a créé cette association comme une solution fondée sur la nature qui sera indispensable pour nous adapter au changement climatique. Donc on va commencer, petit panorama national. En France, donc, on reçoit en quantité d'eau de pluie, donc de l'eau brute, 930 mm. 60% va s'évaporer, s'évapotranspirer aussi via les végétaux. Une partie va rester sur place, une partie va partir du bassin. Néanmoins, il faut retenir qu'en moyenne, en fait, on a observé en comparant la période 1990 et 2002-2018, une baisse de la ressource en eau renouvelable. Parce qu'on parle de renouvelable, c'est ce qui va finalement rester dans les sols, dans les cours d'eau, dans les nappes. Et cette baisse, voilà, elle s'explique par une augmentation des températures déjà perceptible qui augmente l'évapotranspiration et puis une baisse avec tous les prélèvements et les usages qu'on va voir par la suite. Donc à l'échelle de la France, on a donc 510 milliards, alors je reviendrai juste un petit peu avant, pardon. Voilà, 510 milliards de précipitations, mètres cubes de précipitations, plus de 300 milliards qui partent par évaporation. On a quand même des gros stockages, et à savoir que ces stocks d'eau sur des grandes superficies vont évaporer. Donc ça, on considère que c'est une perte en hydrologie, puisque l'eau part dans l'atmosphère, ne revient pas forcément sur le bassin ou pas tout de suite. Et ensuite, on a le ruissellement via les cours d'eau et percolation des nappes souterraines. Bon, juste en rappel que cette dynamique évolue selon le type de réservoir. L'atmosphère, ça va très vite, ça circule. En surface, quelques semaines, mais en souterrain, selon le type de nappe, on a des dynamiques plus ou moins rapides. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi l'évolution des nappes en hiver. Et là, on le sait déjà que cette année, ça va être très compliqué, puisque la recharge hivernale n'a pas eu lieu, ou en tout cas pas correctement. Donc, cette inertie des nappes est très importante pour la gestion de la ressource en eau, notamment pour l'eau potable. On va avancer. Et là, c'est les c'est les sous-bassins hydrographiques tels que définis par la directive cadre sur l'eau. Donc, nous, on se retrouve sur la Durance, le bassin de la Durance et les côtiers Côte d'Azur. Là, j'attire votre attention sur le graphique de droite, où on voit cette ressource en eau renouvelable moyenne et les flux entrant dans ces territoires entre l'évolution entre 1990 à 2018, donc c'est une moyenne, mais regardez bien, le bassin du Rhône, qui s'étend ici, c'est celui qui a le plus d'eau finalement. On a la chance d'avoir le Rhône qui est d'origine glaciaire, qui nous vient de Suisse en passant par le lac Léman. Et donc c'est là où on a le plus d'eau, mais on dépend effectivement d'une ressource transfrontalière, qui fait des Suisses. Et effectivement, on a toute l'eau qui descend des glaciers et de la neige
et qui arrivent sur ces bassins versants. Et donc le bassin versant du Rhône, on peut estimer qu'on est à 34 milliards de mètres cubes par an en ressources renouvelables, celles qui coulent dans les cours d'eau, dans les nappes. Et donc c'est effectivement la plus abondante de France. Mais, et je passe à la diapo suivante, on voit de manière pas très surprenante que plus on a de ressources, plus on a de besoins. C'est ici même qu'on prélève de l'eau pour le refroidissement des centrales nucléaires. Donc sur l'axe Rhône, c'est là qu'on a les plus gros prélèvements d'eau douce, puisqu'on a 3 centrales, Bugey, Tricastin et Saint-Alban, qui prélèvent en circuit ouvert. Ça veut dire qu'on prélève massivement de l'eau pour refroidir les centrales et on rejette de l'eau en grande quantité dans le Rhône, plus chaude et donc problématique pour les milieux aquatiques. On va en parler. Nous ici, on est plus sur la côte, donc je vais faire un focus après, mais j'avais besoin de reposer le cadre à l'échelle de la France. Donc là, c'est les données de 2016, donc à actualité, mais traitées en 2020. Voilà, on voit très clairement, comparé à la carte précédente, qu'on a beaucoup de ressources renouvelables, mais on a aussi beaucoup de besoins, en raison de ces centrales nucléaires en circuit ouvert sur le Rhône. On a aussi, donc effectivement, les canaux, ça c'est une vraie spécificité sur votre territoire, mais des besoins aussi en eau potable, agriculture, industrie. Alors là, on pourrait se dire, effectivement, à l'échelle de la France, 32 milliards de mètres cubes par an. Si on fait le rapport avec la quantité de ressources en eau renouvelable de chaque année, on est à 18%. Donc on pourrait se dire, ça va, on n'a pas de problème, on va pouvoir continuer à prélever autant pour répondre à tous nos besoins, sauf que les moyennes sont des caches-misères et cachent des disparités locales et temporelles sur la répartition de la ressource en eau. Donc c'est important de donner ces chiffres, ça donne des ordres de grandeur, mais finalement les problèmes de tension, de partage de la ressource en eau, ils se concentrent en été et sur certains territoires, notamment par rapport à l'agriculture. Là on va avancer. Petit focus sur la région PACA. Donc ça c'est issu des données moyennes nationales, c'est issu d'un rapport sur Datalab qui s'appelle. Là, donc là, je focus à l'échelle de la France, toujours, mais sur la période estivale, là, on se rend compte que, finalement, le problème de stress hydrique, celui qui est de dire on n'a pas assez de ressources en eau pour répondre à tous nos besoins, les stress hydriques, on les voit déjà en Charente-Maritime et tout sur la côte aquitaine. Et puis, en raison effectivement des besoins en eau pour l'irrigation agricole, on les voit ici chez vous, en PACA, avec les problèmes d'alimentation en eau potable, mais aussi d'agriculture. Là, c'est une échelle, on va dire, moyenne à l'échelle de l'année, 865 millions de mètres cubes par an, donc un tiers pour l'eau potable, un tiers pour l'agriculture, le reste pour les canaux et l'industrie. La spécificité de votre territoire, c'est vraiment une population saisonnière touristique qui accroît cette demande en eau potable pour répondre à tous les usages. Quand je parle de l'eau potable, on ne parle pas forcément que des eaux domestiques. On parle aussi des usages des collectivités, donc pour tous les équipements publics. On va dire l'arrosage des espaces verts, nettoyage des rues, voilà, il n'y a pas que ça. Et aussi certaines industries sont connectées au réseau d'eau potable. Donc voilà, quand on parle de réseau public, de réseau d'eau potable, il y a plein d'usages qui sont finalement concernés. Et l'autre spécificité chez vous, c'est cette sorte d'activité agricole qui est finalement très consommatrice en raison de ce que Joël vous a présenté, c'est cette particularité d'irrigation gravitaire qui demande beaucoup d'eau. Et quand on regarde finalement le rapport volume prélevé sur la surface irriguée à l'échelle de votre région, on est à 6600 m3 par hectare. C'est le plus gros rapport par rapport aux autres régions, aux autres sous-bassins hydrographiques. Donc c'est une particularité du territoire, c'est une demande en eau qui est très forte pour l'agriculture. On va avancer. Alors, j'ai plusieurs casquettes.
je travaille pour de manière bénévole avec l'Association pour une hydrologie régénérative. J'ai écrit un livre là qui va sortir en mai prochain. Et je travaille aussi pour la Water Family, qui est une association d'éducation à la préservation de l'eau. Et on a un projet qui s'appelle Eau et Territoire. C'est une démarche scientifique qui a été développée avec l'Université de Rennes et le CNRS. Et on a créé un outil qui est un peu comme une fresque finalement, mais qui va faire émerger des solutions de la part des citoyens. Cet outil, on l'a développé sur un territoire pilote sur le bassin du Rhône. C'est chez moi, c'est le Fier et le lac d'Annecy. On a des pressions, mais il fallait comprendre en gros comment fonctionne le cycle de l'eau chez nous, quels sont les usages, quelles sont les pressions et les conséquences de ces impacts. Là, je vais vous défiler des cartes qui sont issues du jeu et qui résument assez bien finalement le type d'impact qu'on peut avoir sur la ressource en eau. Le premier, qui est très très fort ici, on va le voir après, et chez nous aussi en Haute-Savoie, c'est sur des territoires très dynamiques, c'est le changement de couverture et d'usage des sols. Là, on le voit, toute la construction des routes, des logements, des infrastructures, des mines aussi, et l'agriculture qui va transformer une parcelle naturelle en autre chose, une activité. Donc je vais revenir après là-dessus. J'ai mis ces deux cartes côte à côte parce qu'elles ont pour moi un peu les mêmes conséquences sur l'hydrologie et les milieux naturels. L'aménagement des cours d'eau va aussi profondément altérer l'hydrologie des cours d'eau. Ces deux cartes, elles vont finalement, merci, elles vont accélérer le cycle de l'eau. Je vais revenir après, on va défiler, puis après je vais faire une petite synthèse de tous les impacts et les conséquences. Donc, focus sur l'artificialisation des sols. Là, c'est issu du portail de l'artificialisation des sols de France. Bon, là, on voit déjà très clairement que la côte méditerranéenne a été fortement artificialisée en l'espace de 20 ans, essentiellement pour les logements. Vous avez le détail par type d'usage, logement, industrie, route, etc. Là, c'est le global, mais sachez que c'est surtout pour les logements. Vous pourrez retrouver tout ça sur leur site internet, tapez portail artificialisation des sols. On va continuer. Les deux autres impacts qui sont pour moi, je mets ensemble parce qu'on a prélèvement d'eau. Ça, c'est une pression exercée sur la ressource en eau bleue, l'eau visible, l'eau des nappes, l'eau des cours d'eau. L'appropriation de l'humidité des sols, elle, alors je pourrais en développer pendant une demi-heure, mais on va le faire en 30 secondes. C'est l'appropriation de l'eau verte. C'est l'eau qui est contenue dans les sols, qui est utilisée pour la transpiration des végétaux et qui nous permettre de croître. Donc l'appropriation de l'humidité du sol, c'est une conséquence des activités agricoles et des déforestations. Ces deux choses-là vont vraiment perturber aussi le cycle de l'eau naturel. Je vais avancer et faire un petit focus sur les prélèvements d'eau, mais je ne vais pas aller plus loin parce que Joël l'a très bien rappelé. Prélèvement d'eau, va exercer une pression sur la ressource en eau. Et là, je vais représenter en bas à gauche le triptyque en fait des besoins en eau des milieux aquatiques, des usages anthropiques, des ressources disponibles. Un petit aparté là-dessus, donc j'ai conduit ces études volume prélevables chez moi en Haute-Savoie. Là, vous en avez déjà un paquet qui ont été faites chez vous. Même pendant mes études, on a toujours cherché à savoir combien d'eau on pouvait prendre pour répondre à tous nos besoins, tous nos usages. Mais on ne s'est jamais, très tardivement, posé la question des besoins en eau des milieux aquatiques. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, Joël l'a très bien dit, donc je n'irai pas plus loin. Mais il faut vraiment avoir en tête qu'on doit laisser de l'eau dans les rivières pour que les écosystèmes puissent continuer à fonctionner. On va continuer. Je termine sur les impacts de ces activités-là. Restitution dans le milieu, stockage artificiel, qui vont également perturber l'hydrologie des cours d'eau. On va beaucoup entendre parler de la réutilisation des eaux usées traitées. Je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais juste, sachez que la réutilisation des eaux usées traitées, selon certains endroits, va impacter l'hydrologie des cours d'eau, puisque toute cette eau qui sera enlevée finalement des cours d'eau, certains cours d'eau comptent, on va dire, sur les rejets de stations d'épuration en sortie de steppe,
ben, si on l'enlève, c'est de l'eau qui n'ira plus dans les cours d'eau, c'est de l'eau qui n'alimentera plus les écosystèmes aquatiques. Il y a un gros enjeu sur les micropolluants, la qualité des eaux, etc. Et puis stockage artificiel, voilà, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, on n'ira pas plus loin. Et je vais finir sur... ah bah oui, il y a aussi pollution et changement climatique, évidemment. Gros enjeu. Changement climatique, finalement, il vient dans le jeu, on le fait venir à la fin parce que quand on vous regarde toutes les autres cartes avant, on a déjà beaucoup de choses à raconter. Le changement climatique, il vient seulement révéler tous les désordres fonctionnels, structurels qu'on aura occasionnés sur le cycle de l'eau. Ça, c'est très important de l'avoir en tête dans cette journée. Là, je fais une petite digression, mais le changement climatique, il vient montrer les faiblesses et les impacts de toutes nos activités précédentes. Donc c'est là où on va devoir s'adapter et réparer, régénérer ce que l'on a dégradé. Je finis donc sur cette fameuse diapositive qui est juste ingérable, mais je vous la montre quand même et je vous renvoie surtout vers... ça c'est un article donc, de Abbott et al. En 2019 qui montre le vrai cycle de l'eau. C'est pas celui qu'on a vu en tout début de présentation de Joël, mais le cycle de l'eau artificialisé et approprié par l'humanité. L'humanité s'est approprié l'équivalent de la moitié du débit de tous les fleuves du monde, 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. C'est énorme. On s'est approprié, si on fait la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise, je n'ai pas encore parlé là, mais voilà, ça donne une idée de l'importance de toutes nos activités sur le cycle de l'eau et les conséquences qu'on va payer, qu'on paye déjà sur tous les territoires. Donc là, je vais en donner juste un seul, mais je crois que c'est ici. Épuisement et contamination des nappes renouvelables au moment où la dépendance en ressources souterraines s'accroît, et aussi un autre phénomène qui est... voilà, non, je ne sais pas là, juste où il est. Mais par exemple, typiquement, la remontée de l'eau salée dans certains captages côtiers, c'est une conséquence directe en fait, de ce dérèglement du cycle de l'eau et du changement climatique. Voilà, je vous renvoie vraiment à cet article. Il y a un poster de 3-4 pages. Je ne vais pas aller plus loin, mais juste un petit mot pour dire, voilà, pour l'hydrologie régénérative, donc là, mon collègue Simon Ricard viendra cet après-midi à la table ronde pour en parler. Et c'est vraiment une solution qui va permettre de fonder sur la nature, qui va permettre de régénérer ce cycle de l'eau qu'on a dégradé par l'aménagement du territoire. Je vous remercie pour votre attention.